Eh bien, mes amis, merci d'être à nouveau avec Christine Coton, Virginie Joron. Nous abordons aujourd'hui la question extrêmement sensible des effets secondaires du vaccin, de la vaccination obligatoire. Alors, si vous en êtes d'accord, on parle tout de suite des effets secondaires du vaccin, parce que je sais que ça nourrit beaucoup les conversations dans les familles. Christine, est-ce que le vaccin, spécialement le Pfizer, puisque c'est celui qu'on nous injecte le plus, est-ce que c'est un vaccin qui a des effets secondaires? Alors, oui. Grave. Donc, les effets secondaires, un certain nombre étaient déjà annoncés dans ce qu'on appelle le plan de gestion des risques. Oui. Puisque c'était la première version, elle est sortie dès décembre 2020, puisque c'est une obligation pour le labo d'écrire un document sur un produit comme ça, un peu innovant, sous surveillance. Donc, à l'époque, on n'avait pas grand-chose. On avait la maladie aggravée, ce qu'on appelle la fameuse ADE. C'est-à-dire que finalement, des fois, on a beaucoup d'anticorps, mais loin, ça ne nous protège pas du tout. Au contraire, ça aggrave la maladie. Et on avait tout ce qui était choc anaphylactique. Ensuite, c'est rajouté au niveau des signaux qui se sont avérés vraiment ayant un risque augmenté, ces fameuses myocardites, péricardites. Et on a sous surveillance à la NSM, alors je vais parler que de ça parce que c'est ce que je suis de plus près, à peu près une centaine de signaux, donc de pathologies qui peuvent survenir post-vaccination, quels que soient les vaccins. Sauf que, on est toujours... Alors, si on regarde le Dravigilance, évidemment, on a des millions de... Le Dravigilance, c'est la base européenne. Oui. Alors moi, je regarde pharmacovigilance. Surtout la base, entre autres, parce qu'après, des bases, par exemple, aux États-Unis, il y a le VAERS, mais il y en a d'autres. Celle où on peut récupérer la base le plus facilement, c'est le VAERS. Donc, si on regarde un peu... moi, j'ai regardé ça il y a longtemps déjà, puisque c'était en juillet l'année dernière. Et moi, je n'avais jamais vu autant d'hémorragies. Parce que là, c'était vraiment des hémorragies de tout. Des yeux, des oreilles, de la bouche, intestinale, vaginale, enfin de tout. Il y avait beaucoup de problèmes sanguins, des embolies pulmonaires, des AVC. Et ce qui m'avait aussi marqué, c'était les problèmes de fausse couche. Voilà. Et là, donc c'était en juillet 2021. Alors pourquoi j'avais regardé ça? Puisque comme les États-Unis, ils ont vacciné avant nous, et de façon massive, on va dire, donc je me suis dit, ce qu'on voit dans le VAERS, c'est ce qu'on aura chez nous un petit peu plus tard. Et finalement, qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui? On voit des collectifs comme Ouémon Cycle, parce que des femmes qui ont des problèmes de règles, il y en a énormément. Il y a des associations qui se montrent comme Vérity France, avec laquelle j'ai beaucoup travaillé, moi, qui enregistrent des déclarations de parents qui ont perdu les enfants dans le jour même ou dans les quelques jours suivant la vaccination ou le mois suivant la vaccination. Donc ça, c'est des choses qui, normalement, devraient alerter les autorités de santé, puisque un décès comme ça... C'est quoi les proportions aujourd'hui qu'on peut estimer au-delà de toutes les extrapolations parfois un peu sensibles, passionnelles? C'est quoi aujourd'hui les proportions pour 100 000 vaccinés d'effets secondaires graves? Alors, dans ce qui est reporté parmi les... là, je n'ai pas imprimé les chiffres, donc je ne veux pas dire de bêtises. Ce qui est reporté à la NSM, dans ce qui est reporté, il y a 25% de graves. Et ça n'a pas l'air de les affoler. Le problème, c'est toujours l'imputabilité. Et c'est là où on a un vrai problème, c'est-à-dire que des dossiers, notamment de gens qui sont décédés, il faut un temps infini, puisque sur certains sont en procédure judiciaire, puisqu'ils ont attaqué, il faut un temps infini pour avoir des expertises, où il y aura éventuellement des contre-expertises. Il faut le temps d'avoir les autopsies, le temps d'avoir les comptes rendus d'anapath, puisqu'ils mettent en culture un certain nombre de mois ou je ne sais pas combien de temps. Et donc, on se retrouve avec des décès comme ça, où l'imputabilité chez des jeunes, que ce soit 18 ans, 22 ans, 30 ans, l'imputabilité n'est toujours pas établie. Reconnue. Donc, on continue, tant que ça n'est pas fait, on continue à nous dire que ce n'est pas lié. Et c'est là où est le vrai problème, c'est-à-dire que par mesure de précaution, on devrait dire, par exemple, chez les jeunes, on suspend la vaccination parce qu'on s'aperçoit que les risques sont supérieurs aux bénéfices.
En principe, au moins chez les jeunes. quand est-ce que, si on vit dans un monde idéal, quand est-ce qu'on est supposé interrompre la vaccination? Quand on est une autorité sanitaire, on lance une campagne de vaccination. Quel est le niveau d'indicateur où on dit on arrête, c'est trop dangereux? Alors, par exemple, il y a eu le vaccin contre la dengue, là, le dengue vaccin de Sanofi, où il y a eu quelques enfants qui sont décédés, ils l'ont arrêté. Il y a eu des produits qui ont été suspendus pour très très peu d'effets indésirables en vie réelle. Bon, et à côté de ça, on a le Mediator, où on a traîné 25 ans, quasiment, malgré les alertes. Mais sur la durée, on a eu, en nombre de morts, finalement, sur 25 ou 30 ans, on n'en a pas tant que ça. Oui, environ 3 ou 4 000 de mémoire. Voilà, 3, quelque chose comme ça. Parce quoi, qu'il est 3 ou déjà 4 000. énorme. Mais... Oui, mais sur 20 ans ou 30 ans. Là, Donc là, on est parle... largement, on en est à beaucoup plus que ça. Surtout qu'on a... C'est-à-dire combien? Mais on n'arrive pas vraiment à le savoir. C'est-à-dire, si on regarde le VAERS, on a peut-être 20 ou 25 000, ça dépend là, quand est-ce qu'on le regarde, d'essais reportés. Donc aux États-Unis, il y a un soupçon d'imputabilité de 25 000 décès au vaccin Pfizer. Oui, mais c'est rien. Si on compare au nombre de vaccinés, c'est toujours la même histoire. Donc, quel est le taux de risque accepté par les agences? C'est-à-dire, est-ce qu'on estime, si on a 100 000 morts, finalement, est-ce qu'on peut sacrifier 100 000 vies? Et nous, ces données-là, on ne les a pas, puisque c'est les agences qui ont choisi de prendre un risque sur certaines populations, notamment les jeunes. Alors, ce qu'on sait aussi, c'est que là, comme la justice avance un peu aux États-Unis aussi, ce qu'on sait, c'est qu'on a cette affaire Madi de Garay aux États-Unis, où on a cette gamine qui a participé à l'essai, qui a eu le vaccin, l'essai sur les ados, puisqu'elle avait 12 ans à l'époque, et qui est donc une invalidité, puisqu'elle est sur chaise roulante, alimentée par sonde gastrique, avec 30 effets indésirables graves, non reportés dans le rapport clinique. Donc ça, quand les agences, normalement, on vend de cette histoire, logiquement, la première chose à faire, c'est réévaluer le rapport bénéfice-risque, puisque ça veut dire que le moment où ça a été fait, c'était faux, puisqu'on avait une invalidité sur 1140 personnes ados prenant le vaccin. Et que font les agences? Rien. D'ailleurs, je ne suis même pas sûre que la NSM soit au courant de cette histoire de Madi de Garay. Donc il y a un vrai problème de... Virginie, qu'est-ce que vous en pensez? Que fait... Je vous interromps pas. Non, pas du tout, je cherche. Que fait l'Agence européenne du médicament sur ce? Est-ce que vous les avez interpellés? Alors moi, je les ai interrogés, effectivement, il y a quelques temps. J'ai eu Madame Cook dans mon bureau. Bon, elle n'était pas très volubile. Mais est-ce qu'elle a conscience? Donc, Madame Cook est la directrice de l'Agence européenne du médicament, de l'EMA. Est-ce qu'elle a conscience, est-ce qu'elle l'admet qu'il y a un nombre important d'effets secondaires, et notamment d'effets secondaires graves, dus au vaccin? Au-delà de cette agence, moi j'étais une des premières à avoir soulevé le problème l'année passée, parce qu'il y avait les premiers rapports cet été de pharmacovigilance qui démontraient qu'il y avait effectivement un problème d'effets secondaires avec toute une liste, effectivement, des AVC, même des PTI, purpura thrombopénique idiopathique, des problèmes de troubles menstruels, donc qui étaient assez conséquents déjà à l'époque. Et j'avais déposé une résolution parce que le problème, effectivement, des effets secondaires, c'est très... Et je regrette que personne ne se penche sur ce dossier parce que ça a un impact sur les personnes, mais aussi ça va avoir un impact et des conséquences sur des vies. Et donc l'idée, c'était en fait de se servir de cette résolution pour faire un débat. Donc toujours sur cette notion d'obligation vaccinale, mais aussi de responsabilité, parce qu'à un moment donné, il y a tous ces problèmes de maladies, de personnes qui sont en arrêt de travail, qui prend en charge. Donc pour mettre ça sur le débat, j'avais déposé cette résolution à l'époque, elle a été balayée d'un revers de la main, elle n'a même pas été débattue en commission. J'en ai redéposé une le mois dernier avec d'autres députés, parce que je vous l'ai dit, il s'est passé un an, les gens quand même... ont vécu, ont un recul, il y a une maturation et puis il y a du vécu. Je veux dire, autour de nous, moi j'ai reçu ici le collectif Où est mon cycle Mélodie, on a débattu de cette question et en fait il y a des témoignages, mais par milliers. Et c'est toujours pareil, au départ, on ne fait pas le lien. Et puis on se dit, bon, voilà, c'est un dérèglement. Et puis après, à force d'en parler,
et de partager ces témoignages, on se rend compte qu'on n'est pas seul et qu'en fait, ils sont très nombreux. Effectivement, pourquoi, moi je m'interroge, pourquoi ça n'alerte pas l'agence ? Pourquoi à un moment donné, parce que même dans leurs analyses, moi je les ai regardées, au final, en gras, ils répertorient, ils font des petits tableaux Excel, ils sont contents, ils font une publication, et à la fin, ils nous disent, oui, mais bon, on ne peut pas faire le lien avec le vaccin. Oui, et ça ne remet pas en cause le rapport bénéfice-risque. Exactement. Il n'y a aucun moment, ils se disent un moment, le lundi matin, bon là, quand même, je crois qu'il y avait 1 million de cas déclarés graves. Graves, hein, parce qu'on ne parle pas des non graves. Graves. 1 million au niveau européen. À un moment donné, je ne sais pas, moi, le lundi matin, on boit un café, on discute, on se dit, bon, voici le bilan. Est-ce que quand même, on ne peut pas s'interroger ? Alors, déclarer, sachant que là, normalement, il y a peut-être 10%, on ne sait même pas combien sont vraiment reportés. Et là, certainement que pour les vaccins, c'est encore moins. Puisque avec ce narratif qui est sans arrêt véhiculé par les médias, par les médecins de plateau, qui continuent à nous dire « mais non, il n'y a pas d'effet indésirable, c'est sûr et efficace, etc. » Donc les gens sont certainement sous-reportent encore plus. Une forme d'inhibition. Exactement, que d'habitude. Et les médecins aussi, puisque les professionnels de santé, théoriquement, ils ont une obligation de déclaration. Donc ce narratif, il anesthésie beaucoup de monde qui, du coup, ne reporte pas. Exactement. Donc certainement que d'habitude, si on a 10% de reportés, là, peut-être, c'est même pas 1, voire peut-être même on est loin de la réalité. Tout à fait. Donc quand on a 1 million, ça fait... Cette inaction, cette espèce d'apathie collective. C'est inexplicable, hein, parce qu'effectivement, quand on voit ces rapports, où ils vous disent... Ah oui, sur celui des troubles menstruels... Dans le rapport de l'EMA, ils disent, voilà, on est en alerte avec ces problèmes. Ça veut dire quoi, on est en alerte ? Donc on suit, on répertorie, on est vigilant. Attendez, il est où le BNL ? À un moment donné, on arrête. Principe de précaution, non ? Non, mais surtout, est-ce que les médecins sont informés qu'il y a une alerte ? Médecin ou pas, mais en tout cas... Là où moi, je ne suis même pas sûre que quand les signaux ils sont identifiés par la NSM, est-ce qu'il y a une information qui arrive au médecin et qui lui dit, voilà, il y a ça, ça et ça de signaux. Si vous avez des gens qui ont ça, peut-être il faut essayer de voir Pour le coup, l'exemple du médecin, avec ce collectif Fouet mon cycle, j'avais interrogé le docteur Kaiser, qui a fait un très bon travail, qui a été très honnête sur cette question, qui a déclaré effectivement qu'elle n'avait jamais vu ça en 20 ans. Elle a témoigné de plusieurs victimes du vaccin qu'elle a fait. Au début, elle n'était pas du tout sceptique, hein, mais quand elle a vu un déluge de témoignages dans son cabinet, elle s'est interrogée. Et elle a eu une parole très libre sur le sujet. Elle est venue ici témoigner. Eh bien, le résultat des courses, c'est qu'il y a une plainte contre elle. Et oui. Voilà. Et aujourd'hui, c'est un peu ça le problème avec les médecins. Il suffit aujourd'hui de prendre une position un peu divergente et paf, derrière, on se prend un coup dans la nuque. De l'autorité du Conseil de l'État. Qu'on sort du cadre et qu'il ne faut pas. Mais dans cette affaire, Virginie, les gens qui nous regardent ont, je le sais, une question, qui est, est-ce que la Commission européenne va imposer la vaccination obligatoire, et notamment la vaccination obligatoire des enfants ? Alors, ce n'est pas écrit comme ça. Donc, il faut être très prudent sur les mots qu'on utilise. Parce qu'après, malheureusement, chaque mot qu'on utilise va se retourner contre nous. Et l'autre bataille qu'ils sont en train de mettre en place, c'est la lutte contre la désinformation. Donc, il faut être très prudent avec les mots qu'on utilise. Alors, pardon, si je peux rajouter, lutte contre la désinformation, dont il parlait déjà en décembre 2020, notamment dans les rapports de l'OPEX, où il parlait déjà des fameux complotistes et de ceux qui seraient réticents, etc. Oui, parce qu'aujourd'hui, se poser la question sur le vaccin, on est tout de suite taxé de complotiste. Ou d'anti-vax. Voilà. Et ce qui veut dire qu'on est les gens aujourd'hui à éliminer et surtout à... Et d'ailleurs, c'est écrit dans la communication du 27 avril de la Commission. C'est écrit noir sur blanc. Lutter contre tous ceux qui sont opposants à la vaccination. Et donc, pour répondre précisément à votre question, vaccination obligatoire des enfants, ce n'est pas écrit comme ça. La première étape, comme je l'ai dit, on l'a vu lors d'une émission avec vous, c'est le pass sanitaire. Le pass sanitaire est un outil pour faire rentrer les gens dans un moule pour qu'ils se fassent vacciner. Ça, c'est la première étape. Et forcément, on l'a bien vu en France, on ne nous a pas dit qu'il fallait obligatoirement se faire vacciner, mais si on veut avoir une vie sociale, si on veut conserver son travail, eh bien, on est obligé de se faire vacciner.
Et donc, ça va être c'est un peu la même chose au niveau européen. C'est un crédit social à la chinoise. Exactement. On rend infernal la vie des gens qui refusent l'instruction gouvernementale. Mais c'est pervers, parce qu'en plus, ils l'écrivent d'une certaine manière qui fait que c'est dit, mais c'est pas officiel. Parce que dans le pass sanitaire, sachez qu'ils ont introduit une nouvelle dispositif pour ceux qui, par exemple, seraient en test de vaccin. Donc, eux, ils pourraient bénéficier du pass. Donc, là aussi, ça rejoint encore une idée que le pass ne sert pas à ne pas diffuser, à soigner. Il est vraiment là pour aider les gens à se faire vacciner. Donc, ça aussi, c'est un petit élément pour aider, important. Pour forcer les gens à se faire vacciner. Et pour les enfants, pourquoi on arrive à cette obligation vaccinale des enfants? Parce que dans cette même communication, il est inscrit noir sur blanc que chaque État membre devra identifier les enfants qui ne sont pas vaccinés. Parce qu'ils considèrent qu'il y a à peu près 90 millions de personnes non vaccinées en Europe et que ce sont ces personnes-là qui devront être vaccinées. Et on sait qu'aujourd'hui, il y a eu un bid au niveau français, comme dans d'autres États membres, sur la vaccination. Les 5-11 ans. Sur la vaccination des enfants. On est le pays le moins vacciné. Et donc, ils le disent, c'est encore communication officielle. Attendez, vous allez bien le répéter, que les gens comprennent bien, oui. Parce que ce n'est pas forcément clair. Est-ce que la Commission européenne demande ou incite à constituer des fichiers de non-vaccinés? Alors, fichiers, je ne peux pas dire, mais elle incite les États membres à mettre en place des stratégies pour accroître la vaccination de la population. Inciter, stratégie. Donc, ça veut dire quoi? Quand on regarde, là, je vous cite, les États membres devraient accroître le taux de vaccination et l'administration de doses de rappel et de 4e dose pour les personnes éligibles. Ils devraient également accroître la vaccination des enfants. Ça, c'est juste le résumé de presque 30 pages. Et dans ces 30 pages, on voit bien que là, action clé pour les États membres, donc c'est la feuille de route. Chaque État membre aura cette feuille de route. Et ils vont dire renforcer les efforts visant à accroître l'adoption ou l'achèvement du cours primaire chez les personnes non vaccinées. Donc, focus sur cela. Notamment en surveillant et en analysant en permanence l'hésitation à se faire vacciner avant de la surmonter. C'est écrit. Il faut toujours l'analyser. Redoubler d'efforts pour que tous les adultes éligibles reçoivent les doses de rappel à partir de 3 mois après le cours primaire. Avant le début de l'année scolaire, ça touche les enfants, 2022-2023. C'est-à-dire le 1er septembre, c'est ça. Cet été. Envisager des stratégies pour augmenter les taux de couverture vaccinale chez les plus jeunes enfants. Par exemple, en travaillant avec les pédiatres et autres professionnels de la santé, qui sont des sources d'informations de confiance pour de nombreux parents. Donc, ceux qui lisent le courrier des stratèges savent que j'ai produit le cahier des charges de l'OMS qui ressemble furieusement à cette déclinaison par l'Union européenne. Est-ce qu'on sait ce que la France compte faire de ça? Est-ce que ça, redites-le-nous, c'est un rapport? Ça vient d'un rapport? Alors, c'est la communication de la Commission du Parlement européen. Et en fait, c'est une espèce de feuille de route que la Commission donne à tous les États membres. Et qui date de quand? Là, le 27 avril. Donc le 27 avril, la Commission a diffusé une espèce de feuille de route. Avec le résumé de la communication, avec des visuels bien précis, mesures à prendre et moyens à long terme. Et puis, donc ça, c'est partagé dans Commission et soutenu par aussi le Conseil européen. Parce que, comme je l'ai dit, aujourd'hui, jusqu'au 30 juin, c'est encore Emmanuel Macron, le président. Donc, et on sait très bien que sur ce sujet, il a été complice avec Mme van der Leyen, voire plus, je pense qu'il est un peu l'instigateur de même toute cette politique vaccinale. Qui est très McKinsey, en réalité. Exactement. On comprend petit à petit que l'OMS et McKinsey et Bill Gates, ont des imbrications pour défendre cette vision. Mais vous voyez, en tout cas... Qu'est-ce que les gens peuvent faire pour s'y opposer? À part demander le Frexit, qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Déjà, continuer à s'informer, c'est important, et de réinformer autour d'eux. Et de parler, parce que je crois que plus de personnes seront conscients de ce qui se trame ici, plus nous serons une majorité, et plus nous serons forts à nous faire entendre. On a très peu de moyens, c'est vrai. Jusqu'à présent, on a résisté, on est les résistants, on est les 25%.
déjà, c'est un noyau qui est assez dur, qui est assez mobilisé. Alors, ostracisé, mais ou mobilisé, mais je pense que ça, c'est le plus important. Puis après, on fait les choses parce que, pour nous aussi, pour notre entourage, et au moins, ça, c'est déjà, comment dire, une victoire. On ne s'est pas pris le rouleau compresseur. Donc déjà, en termes de santé mentale, c'est déjà une victoire. Parce que quand je vois, je vous ai dit, des gens en détresse qui m'appellent et qui ont subi le vaccin, qui le vivent mal, eh bien, je compatis et surtout, je me dis, bon, au moins, le partage et le fait qu'on soit ensemble, c'est important. Aider ces gens-là à ne pas basculer, voilà. Et en tout cas, on est là pour eux. Après, toujours, c'est ce que je mets en avant, c'est le choix. Je veux dire, aujourd'hui, on est en 2022, je ne comprends pas qu'on ne puisse pas avoir ce choix, c'est notre santé. Pour l'avortement, on nous met tout le temps my body, my choice, my body. Je pense que le vaccin, c'est pareil, on devrait avoir ce choix. Surtout quand on sait, et Christine l'a très bien dit, que l'efficacité du vaccin est vraiment à remettre en cause, d'autant plus qu'il y a des effets secondaires. Donc moi, je pense, et c'est ce que vous faites aussi, réinformer les gens, informer les gens, et après, voter quand on peut voter. Après, c'est vrai que nous sommes limités dans nos actions, mais au moins nous faire entendre, c'est important. Alors, je voudrais que Christine nous dise le mot de la fin. Christine, beaucoup de gens vont se retrouver tôt ou tard dans la difficulté de est-ce que je refuse le vaccin pour mon enfant et ça veut dire que d'une façon ou d'une autre, je les désocialise ou est-ce que je cède? Les trois risques principaux, selon toi, qu'il y a à faire vacciner son enfant, c'est quoi aujourd'hui? Alors, je voulais rebondir sur ce que disait Virginie, en fait, parce que quand on dit il faut informer les gens, il y a trois choses. Il y a informer, il y a prendre en charge tous ceux qui sont malades et les jeunes. Et moi, j'en ai beaucoup au téléphone qui sont dans des états absolument dramatiques, à plus pouvoir sortir de chez eux, à avoir des douleurs terribles, avoir des visions floues, des vertiges, enfin vraiment des jeunes qui sont dans un état lamentable et qui, pendant des mois, voire un an, n'ont pas été pris en charge parce que les médecins, ils ne comprennent rien, c'est dans la tête, etc. Donc ça ne va pas du tout. Donc ces gens-là, il faut les prendre en charge et il faut leur trouver des médecins qui vont les soigner, qui vont les aider. Et il faut faire en sorte que le taux de déclaration à la NSM soit beaucoup plus important. C'est-à-dire qu'il faut relancer tous ceux qu'on connaît qui ont eu des effets qui n'ont pas été déclarés. Parce que si on fait augmenter le nombre de déclarations, il y a bien un moment où il va y avoir un signal. Donc ça, c'est pour travailler par le bas pour que le travail par le haut puisse éventuellement se faire. Donc si on part du principe que ces gens seraient de bonne foi et qui n'auraient pas intérêt à masquer des effets indésirables pour continuer à nous dire que tout va bien. Alors, chez les enfants, ce qu'il y a, c'est qu'eux, ils sont très peu. Il y a un taux de mortalité qui était déjà très très faible. Je crois que c'était 0,0006, quelque chose comme ça, au moment, en décembre 2020, avec le virus de Wuhan. Donc là, on sait que les variants, ils sont de moins en moins dangereux. Et là, le risque Covid pour les enfants, il est quasi nul. Donc forcément que dès l'instant où il y a quelques effets indésirables chez l'enfant, le risque est tout de suite supérieur au bénéfice. Puisque son risque de décès, à part certains qui avaient déjà des comorbidités, qui étaient déjà très faibles, dans un état de santé vraiment même anecdotique, qui était très mauvais, voilà. Le risque est très très faible. Donc quel est l'intérêt de faire vacciner les enfants? Déjà, moi, ça depuis le début, à partir des 5-11, j'ai toujours pas compris. Bon, alors, surtout quand on connaît après la qualité de l'essai et quand on démontre en vie réelle qu'il n'y a pas d'effet ni sur la transmission, ni sur être malade, ni sur la mortalité, parce qu'on nous dit, voilà, l'Europe, c'est dans ce fameux document dont parle Virginie, du 27 avril, où il y a ce fameux papier, on a épargné 500 000 décès, mais je ne sais pas où ils ont vu ça, mais ils rêvent en fait, les pauvres. En fait, ils s'inventent des modèles et puis ils disent « Oh ben c'est super ». Là, on est vraiment, on est plus du tout dans la méthodo, on n'est plus dans la statistique, on est tombé dans la plus grande fumisterie qui existe, quoi. Bon, voilà, donc, nous sommes tenus par le temps. Voilà. Ici. On a Donc, il faut informer les gens des risques par tous les moyens. Voilà. Que ça soit dans la rue, par des tracts, par des discussions dans un bar, n'importe où. Il faut informer les gens des risques par tous les moyens.
Merci à tous et puis rendez-vous pour la dernière interview de ce cycle. Nous parlerons demain des projets numériques et notamment de l'identité numérique européenne, du wallet et de la surveillance numérique que la Commission européenne met en place. À demain.